Aujourd'hui, comment passer de petit business à business idéal. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors aujourd'hui, épisode spécial. J'avais un trou dans la programmation et donc j'ai décidé de te faire un petit cours. Et ce petit cours, effectivement, s'appelle « Comment passer de petit business à business idéal ». C'est un cours qui est plutôt destiné aux entrepreneurs et en particulier aux entrepreneurs qui ont une entreprise de petite taille, c'est-à-dire soit ils sont seuls dans leur entreprise, ils ont créé leur activité, ou soit ils n'ont que quelques personnes, pas forcément salariés, qui travaillent pour eux. Et la question qu'on va se poser, c'est comment atteindre la taille d'un business idéal. Je suis désolé pour les managers salariés qui nous écoutent. On est sur Outils du Manager, il y a des entrepreneurs et il y a aussi des managers. Et aujourd'hui, on va plutôt parler avec les entrepreneurs. C'est un truc que je voulais faire depuis un moment, en fait, ça, c'est faire un petit cours, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et aussi pour donner un petit peu une idée de ce que peut être un live sur notre communauté d'entrepreneurs qui s'appelle Le Ciel. Alors évidemment, on va pas rentrer dans les détails, je vais vous faire quelque chose d'assez général, mais vous verrez un petit peu le genre de live que je peux faire. On n'aura évidemment pas les questions et les réponses, mais si jamais tu es interpellé par ce que je dis, si tu as des commentaires, etc., n'hésite pas à commenter, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur LinkedIn ou que ce soit sur les mails privés. On répond à tous les messages. Voilà, donc le sujet du jour, passer de petit business à business idéal. Alors moi, j'aime bien commencer par les fondations. Et ce que je t'invite à faire, si tu es donc entrepreneur, c'est de revenir à ton rêve de départ. C'est-à-dire te dire, mais en fait, pourquoi je me suis lancé finalement dans cette aventure d'avoir mon propre business. L'exercice est toujours intéressant parce que c'est vraiment important de se poser la question régulièrement quand on est entrepreneur, de savoir si on est vraiment en train de vivre notre rêve. Et en fait, ce pourquoi, en fait, si on le résume, si je fais une introspection et que j'essaye de me souvenir pourquoi j'ai voulu devenir entrepreneur, si je lis des études, il y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes, il y a une étude allemande qui est vraiment intéressante et plusieurs études américaines sur le sujet. Si je récapitule un petit peu ce que j'ai entendu quand j'ai discuté avec des entrepreneurs. En gros, le rêve de l'entrepreneur, la raison pour laquelle on a fait ça se résume en 3 mots: libre, riche, passionné. En général, un entrepreneur, il devient entrepreneur pour une de ces 3 raisons, ou pour les 3 raisons, en général pour les 3 raisons. Libre, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas avoir de patron. C'est dire, je suis libre de mon temps, je fais ce que je veux, je suis mon propre patron, que ce soit dans ma vie perso ou que ce soit... Et d'ailleurs, souvent, il y a d'ailleurs un sujet, il y a une délimitation qui est assez... flou entre la vie perso et la vie de l'entreprise. Mais en tout cas, voilà, c'est une recherche de liberté, à la fois la volonté d'avoir du temps libre pour soi, mais aussi la liberté de faire ce qu'on veut dans son business, c'est-à-dire de changer de stratégie si on a envie, de changer de collaborateur si on a envie, de clients, de fournisseurs, etc. Il y a cette grande notion de liberté au sens large. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a aussi la recherche d'une vie riche. Et quand je dis riche, là, je parle en particulier de la donnée financière. Et alors, c'est pas forcément d'être le plus riche possible, mais en tout cas, c'est la volonté d'avoir une certaine indépendance financière. C'est-à-dire la volonté que notre argent, en fait, ne soit pas un problème. Vous savez, il y a des problèmes de pauvres et des problèmes de riches. On voudrait avoir ni l'un ni l'autre quand on est entrepreneur, en fait. On voudrait avoir, je pense en général, suffisamment d'argent pour laisser libre cours à nos rêves, pour pouvoir partir en vacances sans se poser de questions, offrir une vie agréable à notre environnement, etc., etc. C'est ça que je mets sous la dénomination riche. Et puis, il y a aussi la notion de passion qu'il faut pas oublier, et qui est très très importante, c'est de dire, en fait, je veux plus avoir un travail, je veux avoir une passion. C'est-à-dire, je veux aller au boulot en étant heureux et je veux m'éclater dans mon boulot. Il y a souvent ces 3 composantes. Si jamais dans ton désir d'avoir été, de devenir entrepreneur, il y a d'autres composantes, ça m'intéresse de les connaître, donc n'hésite pas à commenter juste en dessous ou toujours par le même moyen. Donc ça, c'est le rêve. Et puis après, il y a la réalité, il y a le pourtant. En général, et je suis passé par ces phases-là, puisque je suis chef d'entreprise aussi depuis quand même quelques années, c'est le bénéfice de l'âge. En général, il y a
un truc qui se produit quand on démarre sa vie d'entrepreneur, qui se produit assez rapidement, c'est une forme de déception en fait. C'est-à-dire, en général, on se rend compte que c'est pas exactement ce qui se passe, et puis que c'est beaucoup plus dur qu'on l'avait prévu. C'est-à-dire que, au lieu d'être libre, riche et passionné, souvent, on se retrouve, pour la plupart, sous la domination du pire des patrons. Alors, c'est quoi le pire des patrons? Ça peut être plein de personnes, mais surtout des personnes qui ne sont pas vraiment sous votre contrôle. C'est-à-dire que quand on est employé, quand on est salarié, quand on est collaborateur d'un patron, eh bien, on a quand même une discussion avec lui. Et puis, si on a la chance d'avoir un bon patron, on a une vie, finalement, qui est assez libre. C'est-à-dire qu'on a de la liberté. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui à Cassel. Voilà. On est envahi par les motards. Donc, vous risquez d'entendre des motards un peu bourrins, d'ailleurs, qui aiment bien faire entendre leur moteur. Alors, moi, j'aime bien la mécanique, mais j'espère que ça ne va pas trop nous perturber, en tout cas, si vous entendez ça. En même temps, c'est assez dans l'air du temps, puisqu'en fait, je vais vous parler d'accélérateur de croissance. Donc voilà, j'ai la bonne bande sonore. Donc, je disais, on voulait être totalement libre, pas avoir de patron, et puis on se retrouve avec les pires des patrons. C'est quoi les pires des patrons? Eh bien, c'est un ensemble de personnes dont vous dépendez. Et les personnes dont vous dépendez, ce sont vos fournisseurs, ce sont vos clients, c'est votre banque, c'est le fisc, etc. Et très souvent, moi, quand je discute avec des entrepreneurs, et j'ai fait partie de ça, c'est la grosse déception. C'est-à-dire, on se dit, moi, j'avais fait tout ça pour être mon propre patron, et finalement, je me retrouve avec des patrons beaucoup plus contraignants et beaucoup plus exigeants que le patron que j'aurais si j'étais dans une bonne boîte et que j'étais salarié. Premier point. La deuxième chose, c'est qu'on a fait ça pour être riche. Et en général, on se retrouve plutôt dans une incertitude financière. C'est-à-dire que la liberté s'accompagne de responsabilités, mais elle s'accompagne aussi de contraintes. C'est-à-dire que, en général, quand ton business est au départ, en tout cas, on va voir, il y a des périodes particulières, mais en particulier la période de démarrage, c'est une très forte période d'incertitude financière. C'est-à-dire que ton entreprise n'est pas stabilisée, et tu n'es jamais sûr d'avoir assez d'argent pour boucler tes fins de mois. Et tu peux aussi complètement avoir un doute sur ta capacité un jour à devenir riche. Et donc ça, en général, c'est une forte déception. Et on dit parfois d'ailleurs que c'est le pire des boulots que d'avoir un boulot où on travaille comme un fou dans notre entreprise, parce que finalement, on n'a pas les revenus, on a tous les ennuis que n'a pas un salarié. Et puis la troisième chose qui est un peu le corollaire des autres, c'est qu'on est soumis à un stress extrême. Ça, c'est pas nouveau, hein, je sais plus, je crois que 50% des patrons, c'est une statistique qui est assez constante, présentent un risque de burn-out sévère. Donc voilà. Et puis, je pense que si tu es chef d'entreprise ou que tu as des chefs d'entreprise dans ton entourage, voilà, je t'apprends rien du tout. Donc finalement, on voulait être je vais reprendre ma première. On voulait être riche, libre et passionné, et on se retrouve prisonnier, stressé et à la limite de la pauvreté. Voilà. Alors, pas forcément les trois en même temps, mais les trois régulièrement. Et en fait, quand j'ai cette discussion avec des chefs d'entreprise qui me disent, voilà, voilà, mon rêve c'était ça, et je me retrouve dans cette situation-là. En général, ce sont des chefs d'entreprise qui ont un problème de taille. Un problème de taille, ce que je veux dire, c'est que leur business n'a pas atteint la taille critique. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que ce cours est important. En fait, il y a une taille, pour moi, idéale pour un business où tu vas à la fois avoir ce que tu voulais et tu vas pas avoir les ennuis d'un gros business. Je m'explique. Et je vais appeler ça un business de poche. Donc, en gros, c'est quoi un business de poche? C'est un business qui réunit en fait les trois caractéristiques que recherche un chef d'entreprise, qui a envie d'avoir une vie épanouie et qui n'a pas forcément envie d'être le roi du monde. En général, quand je rencontre des chefs de petites entreprises, leur volonté,
c'est pas du tout dominer leur marché absolument, sauf si c'est un marché de niche. C'est pas du tout de conquérir le monde. C'est pas du tout de sacrifier quasiment toute leur existence pour créer leur business, créer un business qui domine absolument tout le marché. En fait, ce qu'ils recherchent en général, c'est être libre, être riche et avoir du fun. C'est-à-dire nos 3 composantes dont on parlait tout à l'heure, la liberté, la richesse et puis la passion. Donc moi, j'ai un petit peu essayé de voir ce que c'était, quelles seraient les caractéristiques, ou quelles sont les caractéristiques, puisque moi j'ai réalisé ça sur plusieurs de mes business, pour avoir justement ces 3 composantes, mais sans les emmerdes qui pourraient être liées à la recherche de ces 3 composantes. Et voilà ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé 5 caractéristiques qu'il faudrait que tu trouves dans ton business pour pouvoir le considérer comme un business qui t'apporte la liberté, la richesse et le fun. Alors, il n'y a pas d'ordre dans ce que je dis, mais je dirais le premier point, c'est qu'il faut que ce soit un business dans lequel tu n'es pas nécessaire au quotidien. Parce qu'en fait, la première chose la première déception, c'est, en fait, moi, je croyais créer quelque chose qui allait m'apporter de la liberté, de la richesse, etc. Et en réalité, j'ai créé une prison. C'est-à-dire que je me retrouve dans la situation où je travaille dans mon business au lieu de travailler sur mon business. C'est-à-dire que je suis une ressource pour mon business. C'est-à-dire que si je vais pas travailler, en résumé, je te le résume, si je vais pas travailler, je fais pas de chiffre d'affaires. Et donc, j'ai ce stress permanent de devoir être là au quotidien dans mon business. Et là, il y a une notion qui est très importante, que vous pouvez noter, c'est la notion de vitalité. On va voir que l'objectif d'un chef d'entreprise qui veut avoir un business amusant, ça va être que son job, ce soit pas d'assurer le quotidien, mais d'assurer la vitalité, ce qui n'est pas la même chose. Qu'est-ce que je veux dire par vitalité? Ça veut dire que on voit notre business comme quelque chose qui fonctionne bien, c'est-à-dire qui fonctionne indépendamment de notre quotidien à nous, mais la passion, on la trouve toujours en donnant de la vitalité dans ce business. C'est-à-dire en y allant régulièrement, en réinjectant justement de la vie, en l'animant, mais je dirais d'une manière qui est pas je fais tout, qui est non, j'ai des personnes qui font, et moi je suis là pour les driver, pour les motiver, etc., pour donner une vision, etc., etc. Donc, première chose, je veux pas être dans le quotidien de ce business, parce que si je suis dans le quotidien de ce business, mon énergie, elle va pas dans la vitalité que je dois donner au business, elle va dans les process, dans la résolution de petits problèmes, elle va trop dans le quotidien. La deuxième chose, alors on va voir que toutes ces choses-là sont liées entre elles finalement. La deuxième chose, c'est il faut que ce soit rentable. Je le dis quand même, c'est vachement important, mais voilà, avoir un business qui fait pas de marge, c'est une prison. Ça veut dire que au lieu d'être quelqu'un qui est au-dessus, qui est au poste de vigie ou au poste de commande du bateau, en fait, c'est comme si tu étais en train de nager et en train de te noyer en permanence. On ne peut pas ne pas être dans le quotidien de notre business, on ne peut pas être dans la vitalité du business si en permanence le business est en train de se noyer. Donc c'est indispensable que ce business il soit rentable. Pourquoi? Parce que le job du chef d'entreprise, ça n'est pas d'assurer la rentabilité au quotidien. Le job du chef d'entreprise, c'est de gérer son business comme un actif. Qu'est-ce que c'est qu'un actif? C'est quelque chose qui crée de la valeur et qui génère de la rentabilité future. Autrement dit, quand tu es tout seul dans ton business ou quand tu as un business très très petit, tu vas être tout le temps dans le quotidien à courir après la rentabilité et donc tu pourras jamais capitaliser. Et ça, c'est une composante importante dans une entreprise, non seulement parce qu'un jour tu vas la vendre, donc forcément c'est intéressant qu'elle ait de la valeur, mais même si tu veux pas la vendre, l'intérêt d'un business que tu vois comme un actif, c'est que tu n'es pas pris dans le quotidien de la rentabilité, et donc tu peux être dans comment je fais fructifier cet actif, comment je fais en sorte que cette machine, entre guillemets machine humaine, que j'ai créée, elle continue en permanence à générer de la valeur. C'est très très important parce que c'est ça qui va te permettre d'être dans la vitalité, c'est-à-dire donner de la vie à ton business plutôt que d'être dans la soute en permanence. Alors une fois que j'ai dit ça, je pense qu'il faut que je vous parle 2 minutes du mythe des revenus passifs. En fait, une entreprise,
ça n'est pas quelque chose qui va vous procurer des revenus passifs. Il faut faire une croix là-dessus parce que c'est faux. Et si vous partez dans cette idée, vous allez... donc c'est quoi les revenus passifs, hein? En gros, c'est je gagne de l'argent sans travailler du tout. Ça marche pas. Ça marche pas, je l'ai jamais rencontré, je connais personne, et même les chantres, les gens qui essayent de vous vendre des entreprises à revenus passifs, en tout cas de vous dire, je vais vous expliquer comment créer une entreprise à revenus passifs, en général c'est des gros bosseurs, et en réalité ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des entreprises qui ont des revenus différés. Et c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que oui, il faut travailler, oui, il faut faire des choses, oui, il faut mettre en place quelque chose, et une fois qu'on a atteint la taille du business de poche, alors on aura une entreprise qui va générer du revenu et qui va demander beaucoup moins d'intervention. Et donc, qu'est-ce que c'est une entreprise? C'est une équipe. Moi, je connais pas d'entreprise qui fonctionne bien sans équipe, que ce soit une entreprise de salariés, de freelance, etc. Moi, je pense que c'est plus stable quand c'est des salariés, mais après, il y a un tas de formes. Mais en tout cas, une équipe, et pas forcément une équipe minimale, mais une équipe avec des piliers, c'est-à-dire des gens sur lesquels vous pouvez compter, parce qu'ils sont autonomes, parce qu'ils croient dans ce que vous faites, etc. Et avec des redondances. Pourquoi des redondances? Parce que ça souvent, c'est quelque chose qui étonne quand je parle du business idéal, parce qu'on dit, bah non, un business idéal, c'est un business hyper optimisé. Et en fait, je crois pas. Moi, je crois que le business idéal, il faut qu'il y ait des redondances. Il faut qu'il y ait des redondances parce que les humains sont pas infaillibles, ils tombent malades, quelquefois ils s'en vont, il faut en recruter d'autres, etc. Et donc, s'il n'y a pas un petit peu de redondance dans l'équipe, s'il n'y a pas la taille suffisante pour que un même poste puisse être occupé par plusieurs personnes, eh bien, tu vas avoir un souci, tu vas rester, je dirais, dans le stress permanent d'avoir un business qui n'est pas stable. Donc, il faut un peu de redondance. Et puis, le quatrième point, évidemment, il faut que ces équipes soient autonomes, c'est-à-dire qu'elles puissent fonctionner au quotidien sans toi. Il faut que tu puisses partir 3 semaines en vacances, ou peut-être 3 mois d'ailleurs en vacances. Mais en tout cas, il faut qu'ils puissent travailler sans que tu sois présent sur le site. Et donc, ça veut dire que ton business, il doit avoir une culture. C'est-à-dire que les personnes, elles aient compris qu'elles devaient être autonomes. Et c'est ça qui va apporter ce que j'appelle de l'antifragilité. Alors, je vais pas rentrer dans le détail de ce mot, mais ce que je vais te dire pour résumer un petit peu ce que c'est que l'antifragilité, j'ai fait un podcast là-dessus, tu pourras l'écouter, c'est que ce soit une équipe qui s'auto-adapte aux péripéties du marché. Si tu n'as pas une équipe autonome, et c'est pour ça qu'elle ne peut être composée que d'humains, parce que l'humain, c'est l'organisme le plus antifragile que tu pourras trouver pour que ton entreprise s'adapte en temps réel. Et donc, l'humain, c'est la composante la plus antifragile. Et donc, tes équipes, il faut qu'elles soient suffisamment autonomes pour pouvoir s'adapter en temps réel au stress du marché. C'est comme ça que tu vas avoir une certaine indépendance entre toi et ton entreprise. C'est pas toi qui seras obligé de faire toutes les micro-adaptations, toutes les adaptations qu'il faut faire en permanence pour rester dans son marché. C'est aussi pour ça que je ne crois pas aux revenus passifs. En fait, des revenus passifs, ça peut peut-être exister, mais en général, c'est temporaire parce que le marché change très très vite et finalement, tes revenus passifs, ils vont durer 3 mois et petit à petit, ils vont commencer à se dégrader. Et si tu n'as pas une équipe qui empêche cette dégradation, tu vas devoir revenir travailler dans ta boîte et finalement, tu n'auras jamais ce que tu voulais, c'est-à-dire des revenus passifs. Donc, il faut faire une croix là-dessus tout de suite. Par contre, ce que tu peux avoir, c'est une équipe autonome qui fait évoluer ta boîte au fur et à mesure du stress à laquelle elle est soumise. Et puis, le 5e point, c'est que tous les business de poche que j'ai vus, c'est-à-dire des business qui permettent à leur patron d'obtenir de la liberté, de la richesse et du fun, eh bien, ce sont des business simples. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une complexité due à la taille du business. Voilà. Et donc, c'est la question qui tue. Je pense que maintenant que je t'ai expliqué tout ça, tu me dis, ouais, mais il faut, c'est quoi la taille d'un business réellement? C'est quoi la taille idéale? C'est quoi la taille d'un business de poche? Alors, ça varie complètement selon les secteurs, selon le degré de liberté que tu veux, et puis selon les fonctions qui sont sous-traitées ou non dans ton entreprise. Mais d'une manière générale, c'est jamais moins de 5 personnes et c'est rarement plus de 15, sauf exception. Par exemple, je vais dire, si tu es situé dans quelque chose qui demande pas mal de manœuvres ou de la logistique, etc., tu seras peut-être au-delà de 15. Mais en général, on est dans cette fourchette-là. Pourquoi? Parce que en dessous de 5, c'est impossible d'avoir de la redondance. Et donc, ça veut dire que forcément, c'est toi la redondance, c'est-à-dire que quand un salarié va quitter l'entreprise, c'est toi qui vas te substituer à lui. Et au-delà de 15,
ça veut dire que tu vas commencer à avoir des strates de management et donc ça va être plus compliqué. Tu vas devoir gérer des managers, de managers. Alors, ça ne veut pas dire que c'est très compliqué, mais c'est un peu plus complexe que d'avoir une partie des personnes en direct et une partie des personnes avec une responsabilité dans ton business, c'est-à-dire des salariés qui managent d'autres salariés. Donc voilà, pour moi, la taille idéale, s'il fallait donner un chiffre en termes d'équipe, c'est entre 5 et 15. Voilà, même 5, ça dépend des secteurs, c'est un peu bas, 5. Encore une fois, faut vraiment que ce soit un business hyper simple. Et comme il est hyper simple, il n'est pas forcément antifragile. Mais voilà, on va fixer comme objectif 5 à 15. Alors tu vas me dire, oui, mais moi en fait, j'aimerais bien créer un peu plus que juste un business fun. J'aimerais bien développer un groupe parce que, je sais pas, j'ai envie d'être spécialement plus riche que ce que peut m'apporter une seule entreprise ou plus libre, etc., etc. Et en fait, la formule, dans ce cas-là, c'est de créer, enfin, pour moi, je trouve, le modèle que tu peux suivre, c'est de créer une multitude, en fait, de business de poche. Pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est-à-dire que plutôt, et alors c'est pas trop l'objet du cours d'aujourd'hui, mais c'est juste pour te donner des perspectives si jamais tu es à une taille réduite, mais que en fait tu rêves d'avoir une taille importante sur un marché, dominer un marché, etc., ou dominer plusieurs marchés, ou avoir même une vision même plus antifragile, c'est-à-dire avoir différents business qui chacun sont sur un marché. C'est une vision très antifragile, c'est-à-dire que ça permet que s'il y a des difficultés sur un marché, eh bien l'autre business compense. Moi, c'est ce que je me suis efforcé de faire au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'ai commencé par une structure que j'ai amenée jusqu'à la taille de business de poche, et puis j'en ai ajouté une autre, et puis une autre, et ainsi de suite. Et en fait, j'ai une galaxie, on pourrait dire ça, de business de poche. Et donc, voilà, c'est pour si tu as besoin d'une perspective plus grande que simplement d'avoir une petite entreprise, eh bien, tu peux avoir une galaxie d'entreprises. Ok, donc, voilà pour les grands principes. La seule manière pour moi d'avoir l'idéal du chef d'entreprise sans en avoir les inconvénients, c'est d'atteindre cette taille de business de poche. Mais la taille, c'est que une des caractéristiques. Hein, j'en ai mis 5. Et donc, parce que c'est pas parce que tu as 10 salariés que tu es sauvé. Si tu as 10 salariés, que c'est mal organisé, qu'il n'y a pas de redondance, et qu'en fait tu travailles au milieu d'eux, là non plus, tu n'as pas l'idéal du business de poche. Donc je rappelle, le business de poche, c'est 1, tu n'es pas dans le quotidien, mais tu es là pour injecter de la vitalité et être garant de la culture d'entreprise. 2, il faut que ce soit un business qui est rentable au quotidien, mais qui génère aussi de la valeur à terme, parce que sinon tu seras toujours dans le quotidien. 3, ça veut dire qu'il y a une équipe qui a la bonne culture. Et dans cette équipe, tu as des piliers, et c'est une équipe où il y a de la redondance. 4, il faut que ces gens soient autonomes. C'est pour ça que je parlais de culture tout à l'heure. Toi, tu vas devoir développer cette culture d'autonomie, parce que si toi, tu ne développes pas une culture d'autonomie, elle n'existera pas. C'est ça qui rendra ton business antifragile. Et 5, il faut que ton business soit simple, c'est-à-dire que tu dois lutter en permanence contre la complexité. Dès que tu sens que ton business est complexe, il va falloir le simplifier. Mais voilà, t'en es pas là. Ça, c'est l'objectif et tes futures missions. Maintenant, on va se dire, mais comment on fait pour atteindre cette zone du business de poche? Alors, on va voir qu'en fait, il y a des zones mortelles. Alors, j'ai mis une tête de mort, là, sur ma présentation, mais en fait, elle est en noir sur noir, donc elle se voit pas. Il y a réellement des zones mortelles pour une entreprise. Et on va voir, il y en a 2, en fait, des zones mortelles. La première zone, c'est quoi? C'est la micro-entreprise. Alors, la définition d'une micro-entreprise, je vais te donner ma définition, mais je crois qu'elle est assez proche de la définition, alors je ne sais plus si c'est l'INSEE ou quel organisme, c'est une entreprise où il y a une seule personne, ou une entreprise où il y a jusque 3 personnes, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, ça, c'est vraiment je dirais, la zone de risque la plus importante pour un chef d'entreprise. Et d'ailleurs, il n'y a que 4% des entreprises qui dépassent... Enfin, plutôt, il n'y a que 4% des micro-entreprises qui vont devenir une réelle entreprise, c'est-à-dire une entreprise structurée. 96% des business restent au stade de micro-entreprise. Donc, si tu es dans ce cas-là, tu fais partie de la très, très grande majorité des entreprises.
Alors, pourquoi grandir? C'est simple. C'est parce que, au bout de 3 ans, eh bien, 2 micro-entreprises sur 3 sont mortes. Et je vais ajouter quelque chose qui n'est pas statistique, c'est que, donc ces 2-là, elles sont mortes, et celle-là, elles souffrent. Parce qu'en fait, c'est une question de temps avant qu'elles cessent. Et puis, il y a une autre donnée que je n'ai pas mis ici, c'est que c'est une entreprise qui sera très très difficile à vendre, qui n'aura pas de valeur. C'est-à-dire que le chef d'une micro-entreprise, finalement, il a tous les inconvénients du chef d'entreprise, puisque finalement, il ne pourra pas valoriser sa boîte ou pas la vendre, à de très rares exceptions près, mais elles sont tellement rares qu'il ne faut pas compter là-dessus. Et en plus, il a une vie plus stressante qu'un salarié, donc finalement, il aura du mal à tenir le coup. Donc, vraiment, cette taille-là, c'est vraiment la taille la pire. Pour moi, c'est la plus grande zone de risque dans laquelle puisse se trouver une entreprise. Si on regarde les entreprises structurées, c'est une autre histoire. Ce qu'on appelle une entreprise structurée, c'est à peu près la taille c'est le début de la taille du business de poche. Eh bien, le ratio, là, il est inverse. Il est même mieux qu'inverse, en fait. C'est les 3/4 des entreprises qui vont survivre au bout de 3 ans. Il n'y aura qu'un quart des entreprises qui vont disparaître. Donc, clairement, ici, c'est 36% de chances de survivre, et ici, c'est 75% de chances de survivre. Donc, il n'y a pas photo, tu es vraiment dans la zone de risque la plus importante. Mais, il y a une deuxième zone de risque, c'est la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que s'il suffisait de se dire, c'est simple, je suis dans la zone de risque, c'est pas grave, je vais embaucher, donc je vais aller au Pôle emploi, et puis ils vont me trouver 6 personnes, et puis du coup je suis à la taille critique et je vais survivre. Mais en fait non. Parce que la deuxième zone de risque, c'est ce que j'appelle les traversées du désert. En fait, c'est un graphique un peu pourri, mais je t'explique. En fait, la croissance normale d'une entreprise, ou d'un groupe d'entreprises d'ailleurs, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas avoir des phases où il faut faire grandir la taille de l'entreprise, des phases où tu vas stabiliser et sécuriser, des phases où à nouveau il faut faire grandir, et ainsi de suite, tu vois. Et à chaque fois, tu vas atteindre un nouveau niveau de taille d'entreprise. Et moi, mon conseil, c'est le plus vite possible atteindre une taille qui serait ici, qui est la taille du business idéal dont j'ai parlé tout à l'heure, du business de poche. Et puis, si tu veux aller plus loin, moi, mon conseil, c'est de créer ou de splitter ce business de poche pour en créer 2, et ainsi de suite. Voilà. Pour moi, ça, c'est l'idéal. Et en fait, ce qui tue les entreprises, c'est pas du tout leur taille. C'est pas quand elle arrive à cette taille-là. C'est le moment qui s'écoule entre le moment où elle est en zone de risque ou de stabilité et dans sa nouvelle zone de stabilité. C'est là que tu vas avoir la plus d'incertitude parce que tu vas prendre des risques, en gros. C'est-à-dire, c'est quoi prendre des risques? C'est embaucher quelqu'un. Pour toi qui est qui a une petite taille, c'est d'embaucher quelqu'un. C'est-à-dire que si tu es tout seul et que tu embauches un salarié, y a du risque. Il y a du risque. Pourquoi? Parce que tu vas augmenter tes charges sans avoir forcément augmenté tes revenus. Et en plus, tu vas avoir le deuxième effet qui se coule, celui qui tue en général, c'est que tu vas te rendre compte que, en fait, un salarié, il faut s'en occuper. Ouais, il faut s'en occuper. Parce que sinon, on a le classique, c'est la courbe ici que j'ai fait en rouge, du petit entrepreneur qui embauche, puis il réussit pas à garder la personne, puis il rembauche, puis il réussit pas. Et en fait, d'ailleurs, j'aurais dû la faire déclinante, et puis en général, ça finit mal. C'est-à-dire que le pire que tu puisses faire, c'est rester dans ta taille actuelle. Mais le deuxième pire que tu puisses faire, c'est d'essayer d'arriver au-dessus, mais de jamais y arriver. Et ça, je sais pas, c'est assez fréquent. Moi, le nombre d'artisans ou de petits entrepreneurs qui me disent ouais, en fait, j'avais une boîte de plomberie, on avait commencé à embaucher, etc. Mais j'en ai eu marre. En fait, les mecs, ils se mettent en maladie à la moindre contrariété. J'arrive pas à trouver du personnel, etc., etc. Donc, en fait, finalement, je suis redevenu à ma taille initiale et je pense que c'est mieux parce qu'au moins, je suis responsable de mon propre travail, etc. Ok, le mec, il t'explique ça. Donc, il commence à travailler, puis il se dit ouais, mais en fait c'est une vie difficile, c'est-à-dire que je fais tout, quoi. Je fais la compta, je cherche les clients, c'est moi qui interviens sur les sites et les machins, les trucs. Je vais rembaucher quelqu'un et rebelote. Et en fait, ces gens-là, en fait, ils atteignent jamais la taille critique, ou en tout cas, ils atteignent jamais le business model, celui dont je t'ai parlé, du business de poche, qui est le business idéal. Et donc, ils restent en permanence en zone de risque, ils s'épuisent, et un jour, ça finit mal. Donc,
J'ai refait un autre graphique ici pour t'expliquer. Voilà. Ici, tu as la taille ici du business. Ici, tu as le temps qui s'écoule. Et ben, ta zone de risque, en fait, elle est là. Si tu restes ici une petite taille, tu es dans une fragilité extrême. Pourquoi fragilité extrême? C'est simple, hein, tout dépend de toi. Et donc, voilà, ça sera épuisant à terme, surtout s'il y a des changements sur le marché. Et la deuxième zone, c'est ici, c'est la traversée du désert, c'est-à-dire le moment où, ça y est, tu as décidé d'embaucher, mais finalement, c'est un moment où tu te retrouves en risque. Et puis, si tu réussis à passer tout ça, alors tu vas atteindre ce que j'ai appelé la taille critique ou celle du business de poche. Et là, tu vas te retrouver dans une situation qui est vraiment plus intéressante, qui est plus stable, etc. Et tu pourras décider de la prochaine étape ou pas. Tu pourras rester dans cette taille qui est ta taille idéale, avoir une vie cool, mais passionnante quand même. Et puis voilà. Alors, on n'y est pas. La question, c'est comment on fait pour passer le désert. C'est-à-dire comment on fait pour passer cette zone rouge et arriver dans la zone bleue. Il y a deux choses qu'il va falloir faire dans cet ordre et en alternant. Ça va être de sécuriser ton business. C'est-à-dire que tu dois créer de la place ici pour pouvoir passer à l'étape d'après qui est l'accélération. Et en fait, tu vas avoir une succession de ces deux étapes. Tu vas avoir des moments où tu es en train de consolider ton business et des moments où tu es en train de l'accélérer et ainsi de suite. Donc tu vas faire 1, 2, 1, 2 en permanence. C'est pour expliquer ça d'une manière très très résumée. Alors, au départ, tu vas te fixer des indicateurs. Tu vas te fixer deux indicateurs importants de démarrage, parce qu'au départ, en fait, ça va être compliqué d'avoir plus d'indicateurs. Évidemment, au fur et à mesure de ton évolution, tu vas ajouter des choses à ces deux indicateurs, mais je dirais que le premier indicateur, le plus important pour un entrepreneur, c'est sa trésorerie. Pourquoi ? Parce que la trésorerie, finalement, c'est comme l'oxygène pour le corps humain. On ne travaille pas pour ça, hein, on ne vit pas pour respirer, mais par contre, quand on ne peut plus respirer, on ne vit pas très longtemps. Donc vraiment, un des indicateurs que tu dois avoir, qui est absolument impératif dans ton business, pour savoir si ça se passe mal ou bien, c'est ta trésorerie. Parce qu'au début, tu n'auras pas de notion de rentabilité. Et le deuxième indicateur, c'est le chiffre d'affaires. Parce que finalement, tu sais que c'est ton chiffre d'affaires qui va permettre de faire de la place dans ton business. En général, mais je vais le dire de manière très basique, si à la fois ton chiffre d'affaires grandit et qu'en même temps ta trésorerie ne baisse pas, voire elle grandit, il ne peut pas t'arriver grand-chose. Et je ne parle pas de croissance énorme de part et d'autre. Et puis après, l'indicateur majeur, ce sera évidemment ta marge. Mais au départ, on ne l'a pas forcément. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas jongler entre ces deux indicateurs et tu vas avoir des périodes potentiellement où tu vas devoir consolider ta trésorerie, c'est-à-dire gagner de l'argent et de remporter de la marge avec tes clients existants, et puis des moments où tu vas faire croître ton activité pour que ta trésorerie augmente. Là aussi, il y a un jeu entre les deux. Je résume très fortement. S'il fallait choisir deux indicateurs pour un business de la taille du tien, je choisirais celui-là. Mais si en plus tu as une notion de rentabilité en temps réel, c'est encore mieux. Mais je dirais les indicateurs de démarrage, c'est ces deux-là. Et ensuite, comment ça va se passer ? Moi, mon plan, c'est celui-là. C'est-à-dire que ton business, il va avoir des phases de croissance. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, des phases de croissance, de consolidation, croissance, consolidation, etc. C'est quoi une phase de croissance ? Une phase de croissance, c'est, pour moi, il y a quatre étapes, on va dire. La première chose, c'est une étape d'optimisation, ensuite de structuration, ensuite d'accélération, ensuite d'embauche et de management, et ainsi de suite. Mais là, on va partir vraiment de ta situation à toi maintenant. La première chose que tu dois faire pour pouvoir envisager les étapes suivantes, ça va être optimiser ta ressource. Et aujourd'hui, si tu es tout seul dans ta boîte ou si tu as 2, 3 salariés, la principale ressource, c'est toi. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va t'optimiser. C'est quoi t'optimiser ? Ça veut dire étudier comment tu travailles aujourd'hui
Et pour ça, moi, comment je fais en général et qu'est-ce qu'on fait dans la formation Business Accelerator? Qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, c'est qu'on mesure à quoi tu passes ton temps. Ah, les motards sont de retour. Ça tombe bien d'ailleurs, parce qu'on va parler d'accélération bientôt. Voilà. Ah. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer ton temps. Tu vas étudier comment tu analyses ton temps avec des outils qui permettent de faire du tracking. Et donc, petit à petit, pour toi-même, tu vas acquérir cette culture d'optimisation de ton efficacité. Et le but ici, dans un premier temps, ça va être d'augmenter ton efficacité, ton efficacité personnelle, parce que si tu n'augmentes pas ton efficacité personnelle, la seule possibilité que tu vas avoir, ça va être d'augmenter ton temps passé. Et ça, pour quelqu'un qui a décidé de faire croître son business, c'est la pire solution. J'en ai beaucoup qui finissent en burn-out. Et c'est pour ça qu'un chef d'entreprise, il est exposé au burn-out. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas une équipe, tant qu'il n'a pas appris à déléguer, etc., sa seule ressource, c'est son temps. Et comme il ne l'a pas optimisé, bien la seule manière de croître, ça va être de passer de plus en plus de temps dans son business. Et ça finit toujours mal. Donc, mesurer, augmenter ton efficacité personnelle. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser le temps, c'est-à-dire on va se dire, OK, le temps passé, c'est ça, mais en réalité, on ne fait pas tout le temps la même chose. À quoi utiliser notre temps? Donc, on va créer des compartiments, dire, il y a une partie, c'est ça, une partie, c'est ça, une partie, c'est ça. Et ça va être ton agenda type. Et c'est très important d'avoir ton agenda type, même si c'est pas tout à fait la réalité, mais il est absolument primordial que tu connaisses à peu près combien d'heures tu passes sur les différentes tâches qui sont nécessaires pour ton entreprise. Deuxième chose, une fois que tu as fait ça, on va commencer à structurer ton modèle. C'est-à-dire que on va créer ce que j'appelle ton modèle business de poche. Et le modèle business de poche, c'est tout bête, hein, c'est résumer à quoi ton business va ressembler plus tard. Première chose, et tous les business ont la même structure que je te propose dans la formation, mais en gros, tous les business ont une mission, tous les business sont sur un marché, tous les business ont une culture, tous les business ont des indicateurs, tous les business ont des projets, et tous les business ont une organisation humaine, un organigramme. Donc, l'idée, en faisant ça, une fois que tu as structuré ton temps, parce qu'avant tu ne pourras pas le faire parce que ton temps ne sera pas structuré, tu vas prendre un petit peu de temps régulièrement pour bâtir ton entreprise idéale. À quoi elle va ressembler? Et on va faire ça dans chacune de ses composantes. Alors tu vas me dire, oui mais la composante organigramme, au début, comme je suis tout seul, c'est pas la peine de la faire. Erreur. Tu vas faire un organigramme et effectivement, tu vas être dans toutes les cases de ton organigramme. Et en réalité, cet organigramme, ce sera ton agenda. Ou plutôt, c'est ton agenda qui va donner ton organigramme. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans ton agenda, tu as repéré que tu as des plages horaires qui te font faire telle et telle fonction. Eh bien, ces plages horaires, c'est ça qui va créer ton organigramme. Et donc, tu vas avoir une vision, mais pas une vision dans ta tête, une vision concrète. Moi, j'utilise un fichier Excel, mais tu peux utiliser un fichier Notion, enfin, on s'en fout, ou un bout de papier, de ma vision, mon marché, ma culture, mes indicateurs, mes projets et mon organigramme, qui est aussi mon agenda lorsque je suis seul. Là, en fait, ce que tu as fait, c'est extrêmement important et extrêmement agréable aussi de le faire, parce que tu as à la fois où tu en es aujourd'hui et où tu veux aller. Et donc, tu as suffisamment fait de la place dans ton agenda, suffisamment structuré pour passer à l'étape suivante, qui est l'accélération. Et là, l'accélération, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui, mais c'est quoi? C'est que on va te donner, tu vas avoir des méthodes pour accélérer tes revenus, c'est-à-dire ton chiffre d'affaires, développer ta marge, parce que si tu développes du chiffre d'affaires, mais que ça ne crée pas de marge, ça sert absolument à rien, parce que tu ne pourras jamais passer à l'étape suivante. Si tu ne fais pas de marge, tu ne peux pas embaucher, hein, faut être clair. Donc il faut que tu crées de la réserve financière pour pouvoir embaucher. Et tu vas aussi continuer à créer du temps disponible.
Et une fois que tu as utilisé je dirais cette boîte à outils d'accélérateur, alors c'est pas la même pour tous les business, mais il y a quand même des choses, par exemple comment augmenter de la marge, il faut jouer sur le prix. Comment on analyse son marché pour pouvoir jouer sur le prix, pour que finalement on travaille pour gagner de l'argent. On peut se dire quelles sont les opérations que je peux automatiser, etc., etc. Il y a plein de manières différentes de le faire. Encore une fois, c'est pas l'objet de ce cours. Donc une fois que tu auras accéléré suffisamment selon le modèle que tu as structuré ici, parce que accélérer pour accélérer, ça sert à rien, et structurer son modèle avant d'avoir optimisé son temps et organisé sa structure d'agenda, ça sert à rien non plus. Donc une fois que tu auras fait ça, alors tu vas passer à l'étape suivante, et ce sera beaucoup moins risqué, parce que tu auras tout préparé. Tu vas passer à l'embauche et au management. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que c'est qu'une embauche finalement? Si on suit ce modèle-là, eh bien, ça va être de transformer ton agenda en organigramme. Au début, tu as transformé ton organigramme en agenda, et là, tu vas faire l'inverse. C'est-à-dire que tu vas prendre ton agenda, ou plutôt ton organigramme qui reflète ton agenda, puisque tu es tout seul, et tu vas te dire, eh bien, qui je mets, ou plutôt, de quelle case je m'enlève. C'est-à-dire, quelle est l'embauche qui va faire que on va avoir la plus grande efficacité par la suite. Et c'est comme ça que tu vas embaucher. Et ce sera très facile, parce que dans ton business de poche, il y a aussi, c'est-à-dire la modélisation de ton business, tu auras créé tes fiches de fonction. C'est-à-dire que tu sauras exactement qui tu vas embaucher. Et c'est rien de compliqué. Les fiches de fonction, c'est quoi? C'est à quoi tu passais ton temps avant, juste mis sous la forme d'une fiche de fonction. Et ensuite, tu vas voir comment onboarder la personne, c'est-à-dire faire en sorte que elle soit rapidement efficace et que tu ne sois pas obligé de passer trop de temps avec elle. Et l'outil que tu vas utiliser pour l'onboarder, c'est-à-dire pour faire en sorte que rapidement elle comprenne ce qui est attendu d'elle, etc., eh bien, c'est inclus dans la modélisation de ton business de poche. Et une fois que tu as fait ça, eh bien, tu pourras réaccélérer, puisque tu auras rajouté un étage à la fusée, tu te seras libéré de certaines tâches, et donc tu pourras à nouveau utiliser les accélérateurs que je t'expliquais tout à l'heure pour passer à l'étape suivante, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on accélère un business. C'est comme ça qu'on fait en sorte d'avoir les traversées du désert les plus courtes possibles. Et donc ensuite, tu vas répéter la séquence. La première séquence que je t'ai montrée, c'est la séquence que tu dois entreprendre maintenant parce que tu as une taille minimale. Mais la séquence, en fait, après, pour à chaque fois franchir une nouvelle étape, c'est optimiser tes ressources, faire évoluer ton business de poche, c'est-à-dire que maintenant que tu l'as créé, tu vas pouvoir le faire évoluer en collaboration avec tes nouveaux collaborateurs. Tu vas à nouveau accélérer, tu vas embaucher et manager, réoptimiser tes ressources, faire évoluer ton business de poche, et ainsi de suite. Et là, tu es dans un cercle vertueux. Et à quoi il sert ce cercle vertueux? Il sert à ce que tu restes pas dans la zone pourrie que je t'ai montré tout à l'heure, que je vais te réafficher. C'était où? C'était là. Ça sert à ce que tu fasses pas ça. Ce que je t'ai montré là, ça sert à ce qu'à chaque fois, tu franchisses une nouvelle étape et que ça se passe bien. C'est-à-dire que jamais tu reviennes en arrière. Le pire, en fait, qu'on fait quand on essaye de faire grandir une entreprise, c'est la faire revenir en arrière. Et quelquefois, on n'a pas le choix. Ça peut arriver, il peut y avoir un incident, un accident, mais on sait toujours où on se situe sur notre courbe. Et c'est ça qui est important. Voilà, je pense tu as compris le principe. Le truc, ça va être de répéter cette séquence de je consolide, je développe, jusqu'à ce que j'arrive à la taille que j'avais prévue. Voilà, donc c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Évidemment, on reste dans les principes et dans la théorie. L'objectif, c'était ça, c'est de te faire comprendre la structure mentale, surtout de te faire comprendre que vraiment, ce qu'il ne faut pas, c'est rester dans cette taille minimale, parce que ça finira mal, c'est sûr, à moins que tu aies un objectif différent de celui que j'ai dit. Mais voilà, l'idée, c'est je reste pas dans cette taille minimale parce qu'elle est dangereuse, mais je fais attention de ne pas me retrouver, quand je change de taille, dans une traversée du désert qui sera trop longue, qui va m'épuiser et qui finalement va m'obliger à revenir en arrière. Donc cette structure, en 4 phases, c'est vraiment la structure qu'il faut suivre pour franchir les traversées du désert le plus vite possible pour atteindre la taille du business idéal. Alors, qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour passer à l'action, pour sécuriser et développer ton business? Moi, je te propose 3 passages à l'action possibles. Le minimum, je pense, si ce qu'on s'est dit t'a plu, c'est de prendre la séquence de mail.
Il suffit que tu cliques sur le lien qui est juste en dessous et enfin, en gros, tu vas recevoir une série de mails qui résument ce qu'on s'est dit. Tu vas pouvoir me poser des questions et puis moi, je vais te challenger dans cette série de mails. La deuxième chose, pour moi, qui est vraiment l'idée du passage à l'action, c'est de prendre la formation Business Accelerator. C'est quoi la formation Business Accelerator? C'est simplement comment faire pour passer de ta taille minimale dangereuse à une taille idéale. En fait, c'est le plan complet, étape par étape, pour le faire tel que je t'ai indiqué. Sauf que là, je te donne les accélérateurs, je te fais faire ton business de poche, etc., de manière beaucoup plus guidée. Mais en fait, je pense que la meilleure méthode, ce qui te permet d'aller le plus vite possible vers ça, c'est de prendre le Business Accelerator, c'est-à-dire la formation, de la faire, mais en même temps de te connecter aussi à notre communauté d'entrepreneurs. C'est un truc sur abonnement et ça va te permettre en fait de rentrer dans une communauté d'entrepreneurs qui ont ou qui sont en train de faire leur accélération, certains qui sont à un autre stade, mais en tout cas qui suivent tous les principes dont je parle sur Outils du Manager pour se libérer de leur entreprise et pour créer une entreprise qui leur permet d'avoir une vie équilibrée, donc riche, libre et passionnante. Et donc, qu'est-ce que ça te permet de faire de plus que la formation d'aller sur le ciel? Eh bien, ça va te permettre d'avoir le soutien d'une communauté, donc d'entrepreneurs qui font les mêmes choses. Tu vas pouvoir avoir des lives réguliers sur différents sujets qui vont t'aider. Et surtout, tu vas avoir accès à ce qu'on appelle des groupes de pairs. C'est-à-dire que quand tu es bloqué dans ton évolution, tu vas pouvoir travailler, on va pouvoir travailler ensemble sur ton cas spécifique et ce seront des entrepreneurs qui vont t'aider à passer chaque nouvelle étape. Voilà, je te laisse passer à l'action au niveau que tu préfères, mais si tu es motivé, encore une fois, je pense que le combo gagnant, c'est la formation Business Accelerator et l'abonnement au ciel. Voilà, j'étais ravi de te faire cette présentation. J'espère que ça t'a apporté, je dirais, l'envie de changer de taille et de rejoindre notre groupe d'entrepreneurs. Ce serait vraiment avec plaisir qu'on te retrouverait là-bas si tu es motivé pour franchir ces différentes étapes. Je te dis à très bientôt. Je te souhaite une très bonne semaine.